Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Cameroun Together. Ensemble, aujourd'hui, nous allons suivre cette vidéo et on se retrouve juste après. Et il y avait deux demandes faites par les avocats. La première, c'était de transférer M. Anissé Ekané dans un hôpital de ville qui avait un plateau technique plus adéquat. La deuxième, c'était de lui remettre son extracteur d'oxygène avec lequel il déambulait. Aucune des deux mesures sollicitées n'a trouvé grâce aux yeux des enquêteurs. Et peut-être que les conditions d'incarcération et de soins de M. Anissé Ekané auraient été meilleures. Peut-être que cette mort aurait pu être évitée malgré le fait qu'il était effectivement malade et cela, tout le monde le savait. La famille d'Anissé Ekané a porté l'affaire à l'international et a sollicité un cabinet d'avocats parisiens, le cabinet Bourdon et Associés, à cet effet. Quel sera le rôle? Quelles seront les attributions de ce cabinet prestigieux dans cette confrontation avec le pouvoir, dans cette recherche de la vérité? J'ai posé la question à William Bourdon et à Julie Jukic, les deux avocats qui travaillent sur ce dossier, le dossier brûlant. Bonjour Maître Bourdon, bonjour Maître Jukic. Maître Bourdon, vous connaissez les terrains politiques africains en tant qu'avocat pénaliste qui a travaillé sur de nombreux dossiers explosifs. Quel regard portez-vous sur cette affaire Anissé Ekané? D'abord, c'est une tragédie de plus qui endeuille des familles camerounaises dans un contexte de répression qui n'a cessé de s'aggraver. Il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, les familles sont encore à la recherche de leurs parents, sans nouvelles. Donc, il y a eu une escalade, et c'est dans le cadre de cette escalade, de cette spirale répressive, que Anissé Ekané a été arrêté le 24 octobre et est mort le 1er décembre. Alors, il y a quelque chose qui, évidemment, vient à l'esprit tout de suite, c'est que ceux qui l'ont privé de son appareil respiratoire savaient nécessairement ce qu'il faisait. Pas besoin d'être médecin. Quand on prive quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire, on ne peut pas ignorer un seul instant qu'on va provoquer sa mort. Surtout sur une longue période, surtout quand on retarde le transfert à l'hôpital alors qu'il est arrivé à Yaoundé. Par conséquent, notre devoir collectif, et je pense notamment à nos confrères camerounais qui travaillent dans des conditions très difficiles et que je veux saluer ici, dont je veux saluer le courage avec Maître Julie Jukic, c'est évidemment de tout faire pour que la vérité soit faite sur les circonstances de ce tragique décès. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les autorités camerounaises sont plutôt muettes, cyniquement muettes, et elles profitent, ce qui est évidemment navrant, mais elles profitent d'une situation mondiale et qui, au fond, est la résurgence, le silence tue. Il y a eu une période dans l'histoire de l'humanité, on était sur le pont, les ONG, les avocats, les juristes, on arrivait à briser le mur du silence et à faire que l'opinion publique internationale était édifiée sur ce qui se passait dans des zones très reculées ou dans certains pays habitués à des logiques de corruption et d'impunité comme au Cameroun. Là, le tragique qui s'est abattu sur le monde, la permanence de guerre qui mobilise évidemment l'attention et l'émotion des gens et l'inquiétude, crée une espèce d'effet d'aubaine pour des pouvoirs despotiques pour continuer à meurtrir leur peuple dans une relative tranquillité. Donc, ça nous demande un grand effort d'imagination, de mobilisation, d'initiative, et on doit parler d'ailleurs avec nos confrères camerounais dès lundi pour envisager un certain nombre d'initiatives judiciaires, extrajudiciaires, à l'échelon national, avec évidemment le scepticisme qu'on peut avoir, s'agissant de ce qu'on peut attendre des juridictions camerounaises, mais donc régionales et internationales, et on va se mobiliser avec toute la ferveur que mérite la dignité exceptionnelle à laquelle je pense, de la famille de M. Anissé Ekané. Alors justement, par qui votre cabinet était-il constitué et devant quel tribunal comptez-vous porter cette affaire? Sur la base de quel véhicule judiciaire, si on peut dire? Alors moi, je ne vais pas faire d'effet d'annonce. D'abord, il faut qu'on en discute avec nos confrères camerounais. Il y a plusieurs options. Nous avons été contactés par la sœur, qui est française, et dont les enfants sont français. Et le fait qu'elle soit de nationalité française, ça ouvre des possibilités d'action en France. Alors, on ne va pas, encore une fois, faire des effets d'annonce. Ça ne serait pas pertinent. Pas la peine d'édifier ceux qui auront à rendre des comptes sur ce qu'on va faire. On le fera en temps et en heure, mais il y a toute une panoplie d'initiatives qu'on va prendre et on va les prendre avec le maximum d'énergie. Justement, le fait que la sœur et les enfants d'Anissé Ekané soient de nationalité française, est-ce que ça permet théoriquement d'ouvrir une procédure en France, Maître Bourdon? On va étudier ça. Le cabinet est assez familier de ces procédures
On n'est pas les meilleurs de la planète, on essaye. Mais on doit à la famille d'explorer toutes les voies possibles. C'est une des voies possibles. Alors, Maître Jukic, vous avez observé cette polémique sur une autopsie imposée à la famille Ekane. Pouvait-il en être autrement, en gros? Est-ce que c'est une manière de procéder qui est normale? Alors c'est une manière normale, non, mais de toute façon je pense que si vous voulez, il y a rien de normal dans ce qui s'est passé, c'est ce que Maître Bourdon vous disait depuis le début de cette interview, c'est que la question qui se posait c'est qu'il a été arrêté, qu'il a été détenu, qu'on lui a enlevé ses appareils respiratoires, qu'il savait parfaitement que sans ses appareils respiratoires, ça aurait des conséquences pour sa santé sur le long terme. Donc maintenant en fait, si vous voulez, c'est une pièce de plus qui vient s'ajouter à toutes les incohérences de ce qui s'est passé dans la prise en charge de Monsieur Ekane. Donc non, en fait, effectivement la famille a été prévenue la veille de cette autopsie qui interviendrait. La famille s'est opposée en demandant expressément par le biais de ses conseils, par le biais de Maître Sim et par le biais de Maître Méli, à ce qu'un médecin indépendant puisse assister à l'autopsie. Et finalement, donc cette autopsie qui devait intervenir le 2 décembre est repoussée. Elle intervient le 3 décembre, mais de fait en présence d'aucun médecin indépendant, pas même en présence d'un avocat ou d'un membre de la famille. Maître Bourdon? Enfin, d'ores et déjà, je peux ajouter qu'il y a des règles qui sont les règles de Mandela, qui sont des règles internationales, du nom évidemment Nelson Mandela, qui s'appliquent à tous les pays de la communauté internationale. Ces règles sont évidemment totalement bafouées au Cameroun, s'agissant du minimum de dignité, d'accès aux soins médicaux pour les prisonniers, les détenus, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Les conditions pénitentiaires au Cameroun sont parmi les plus effroyables au monde, je crois que tout le monde le sait. Quant à l'autopsie, autant qu'on le sache, et on a raison, Maître Julie Huekitz a raison d'être prudente, mais enfin, il n'y a pas de consentement de la famille à cette autopsie. Ça, c'est une règle fondamentale. Il n'y a pas le consentement de la famille devait être recueilli sur les modalités de l'autopsie. Il en va de la dignité humaine, de la dignité qu'on doit à Monsieur Anissé Ekane. Et donc cette précipitation et ce secret, tout ça montre qu'on a voulu faire les choses à la va-vite, et donc évidemment que ça fabrique des interrogations, sinon du soupçon sur ce qui va conclure de cette autopsie. Il aurait fallu un médecin indépendant, peut-être un médecin étranger. Il n'y avait pas le feu au lac. On aurait dû prendre son temps pour permettre à la famille d'être assurée que cette autopsie intervient dans des conditions d'impartialité et de neutralité. Et en l'état, ces conditions n'ont pas été remplies. Alors, d'un point de vue des standards internationaux, Maître Jukic, est-ce que ça peut passer, cette manière de procéder? Ça peut passer. Écoutez, il faudrait se renseigner sur les règles exactes, et ça, pour ça, on devra voir avec nos confrères sur place, parce qu'effectivement, ça, c'est pas la législation française. Donc, nous, faut aussi qu'on ait le point de vue de nos confrères là-dessus. Vous savez, tout ça a été fait assez rapidement, c'est quand même intervenu. On est un peu là dans la précipitation. Là-dessus, il faudra qu'on ait véritablement le point de vue de nos confrères sur cette question. Alors, Maître Bourdon, est-ce que, justement, vous qui êtes au-delà de votre profession d'avocat, un défenseur des droits de l'homme, est-ce qu'on peut dire que les violations des droits de l'homme qui interviennent dans un pays comme le Cameroun intéressent finalement peu de monde au sein de ce qui est convenu d'appeler la communauté internationale, en tout cas en France? Le Cameroun est un pays très étrange, parce qu'il y a eu une attention de la France ou de l'Europe à des très graves violations de droits humains dans bien des pays du monde, en Afrique ou ailleurs. Mais le Cameroun a toujours été, entre guillemets, je dis entre guillemets, un peu protégé, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais il n'y a jamais eu l'intensité d'indignation et de mobilisation de la communauté internationale et de la France à la hauteur des violations des droits humains au Cameroun depuis des décennies. Ça, c'est indiscutable. Et qui plus est, c'est un régime extrêmement, comment dire, autiste, et qui semble imperméable à la critique internationale. Et Dieu sait si le comité des Nations Unies et toutes les institutions onusiennes, depuis des décennies, ont diffusé des avis, des condamnations pour des détentions arbitraires. Il y en a toute une collection, ça remplirait des tomes de livres. Mais c'est un régime qui est peu sensible à la réaction internationale, pour des tas de raisons géopolitiques complexes, mais aussi au cynisme de son président, qui en a rien à faire en fait, strictement rien à faire. Donc, face à une situation comme celle-là et un contexte mondial qui favorise ces logiques d'impunité, et puis il y a une lassitude aussi de l'opinion publique, il y a une lassitude, une fatigue, il faut réveiller les gens, il faut leur ouvrir les yeux sur ces tragédies. Le silence tue. Le silence a toujours tué. Et il faut faire en sorte que le silence ne tue pas une nouvelle fois au Cameroun
ne rajoute pas au deuil et au chagrin infini de la famille la confiscation de la vérité. Et la confiscation de la vérité, c'est une forme d'atteinte à la dignité. Absolument. Alors, Maître Jukic, est-ce que des concepts comme la compétence universelle, dont se prévalent désormais les tribunaux belges ou français, peuvent être saisis par des victimes camerounaises des événements récents? Faut-il forcément être lié à des Français pour s'appuyer dessus? Des conditions précises sur la compétence universelle. A priori, on ne se situe pas là dans ces cas-là. Voilà, de toute façon, si vous voulez, on n'a même pas la responsabilité encore qui est établie des personnes qui sont à l'origine du décès de M. Ekané, même si, voilà, il y a certainement des rumeurs là-dessus sur les ordres qui ont été donnés, etc. Mais enfin, là, on est tout à fait aux prémices de la situation. C'est-à-dire que, effectivement, M. Ekané est décédé il y a à peine quelques jours. Se prononcer maintenant, c'est un peu tôt sur ce qui sera possible de faire. Voilà, là, l'heure, si je puis dire, c'est de faire du bruit autour de ce décès-là pour que, et c'est ce que vous disiez, Maître Bourdon, ce décès ne reste pas impuni, que la communauté internationale puisse réagir, que voilà, qu'il y ait des gens qui s'intéressent à cette situation. Maintenant, parler à l'heure actuelle de la compétence universelle, ça paraît un peu prématuré. Alors, Maître Bourdon, dernière question. Vous connaissez le profil d'Anissé Ekané, un militant de la démocratie, un militant des droits politiques et des droits humains de longue date, un militant de gauche qui a consacré sa vie à ses idées. La manière dont il a trouvé la mort, elle a forcément une résonance dans les esprits de celles et ceux qui ont voué une bonne partie à défendre la démocratie et les droits humains. Vous avez entièrement raison de ramener dans notre échange la personnalité d'un grand monsieur. Hein, je ne connaissais pas, mais je connaissais de réputation. C'était un grand monsieur, courageux, digne, et qui incarnait comme peu l'ont fait. Mais c'est vrai que c'était difficile. Il a pris des risques au prix de sa vie. Voilà, au prix de sa vie. La bataille pour la démocratie, l'état de droit, le respect des droits humains. Et donc ça me conduit à deux ultimes observations. Ce qui s'est passé d'une cruauté infinie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, c'est insupportable. Il y a des répressions dans les manifestations, et c'est insupportable. Mais là, il y a une lente agonie. Il y a une forme de sadisme dans ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi un message d'intimidation à l'égard de ceux qui demain voudraient prendre la relève. C'est regardez ce qui pourrait vous arriver. Et ça, évidemment, ça donne froid dans le dos, parce que mais voilà, nous à Paris, alors qu'on est dans une situation si confortable, ben, ça nous oblige encore plus à être à la hauteur des responsabilités qui nous sont maintenant conférées avec nos amis camerounais, d'être à la hauteur du mandat qui nous a été confié par la famille, c'est-à-dire tout entreprendre avec la plus grande énergie pour que la vérité ne soit pas confisquée et que pour la justice passe, quoi qu'il en soit du temps qui s'écoule, et quoi qu'il en soit des juridictions qui vont se prononcer. On le doit à la famille. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Donnez-nous votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos actualités.